Les matins à Bordeaux étaient censés être magnifiques, avec la lumière du soleil se diffusant à travers les façades en pierre de taille du quartier des Chartrons, les cloches de l'église Saint-Louis résonnant dans les rues étroites. Mais les miens commençaient toujours de la même manière, avec les pas d'Éléonore qui résonnaient dans mon hall d'entrée. Elle ne frappait jamais. La famille Valmont possédait bien trop de biens dans cette ville pour reconnaître les limites d'une porte fermée. J'étais à la table de la cuisine en train de vérifier des factures pour un client régional lorsqu'elle est apparue, son parfum arrivant quelques secondes avant elle. « Isolda », dit-elle avec un soupir, jetant un coup d'œil à mon ordinateur portable comme si mes tableaux Excel étaient la preuve de mes échecs personnels. « Une femme de ton âge devrait préparer une chambre de bébé, pas des déclarations fiscales. » J'avais cessé d'essayer de m'expliquer il y a bien longtemps, car des années de rendez-vous en fertilité, de prières murmurées et de nuits de silence ne m'avaient laissé aucun appétit pour son jugement. Mais la voix d'Éléonore remplissait chaque pièce, dorée par le raffinement bordelais et aiguisée par des décennies de privilèges, elle se comportait toujours comme la reine incontestée d'un gala de charité. Bien que son trône ne fût rien de plus que la société d'import-export familial et les échos faiblissants de son influence. Je me suis levée, empilant mes dossiers avec un calme délibéré. J'ai une réunion dans 20 minutes. S'il te plaît, ferme ma clé en partant. Elle m'a ignoré, tournant dans la cuisine comme si c'était son domaine. 8 ans, Isolda. 8 ans et toujours aucun héritier. Est-ce que tu essaies encore? Ces mots se sont glissés sous ma peau, le même refrain répété jusqu'à devenir un chant lancinant, et je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. À l'étage, j'ai entendu les pas lourds de Corentin, il allait descendre, offrir à sa mère un sourire crispé et laisser son venin s'imprégner dans les murs. C'était le rythme de mes journées, son intrusion, son silence à lui, et mon effacement progressif. Et puis, les reçus ont commencé à apparaître, tout doucement, comme le font la plupart des naufrages. Corentin est rentré tard un jeudi soir, marmonnant quelque chose à propos d'un dîner client près du Grand Théâtre, sa cravate dénouée, ses cheveux légèrement ébouriffés, évitant mon regard alors qu'il posait sa sacoche près de l'entrée. J'ai voulu le croire, même un instant, mais les nuits se sont empilées les unes sur les autres, les mardis, puis les vendredis, puis presque chaque soir, et ses excuses se sont brouillées comme un script répété par cœur. Un samedi matin, j'ai trouvé une enveloppe sur le comptoir adressée à lui, mais déjà ouverte, à l'intérieur, un relevé bancaire avec des frais que je ne pouvais ignorer, une robe en soie d'une boutique chic du cours de l'intendance. Une adhésion platine à un spa où je n'avais jamais mis les pieds, des dîners dans des restaurants où il ne m'avait jamais emmené. Mon nom ne figurait pas sur le compte, mais notre adresse personnelle était imprimée en gras en haut de la page. J'ai glissé le relevé dans un tiroir en me disant que j'avais imaginé cette oppression dans ma poitrine, mais la semaine suivante, en triant la poubelle de la cuisine, j'ai vu des reçus déchiquetés qui ne correspondaient pas à la vie que nous menions ensemble, j'ai rassemblé les morceaux. Je les ai recollés avec du ruban adhésif et j'ai contemplé la vérité écrite à l'encre, bijoux, séjour à l'hôtel, champagne. Et puis il y avait le parfum, pas le mien, jamais le mien. Je n'avais pas porté de parfum depuis des mois, pourtant ses chemises sentaient légèrement le jasmin, une douceur qui n'avait pas sa place chez nous. Je les ai pliées pour la lessive avec des mains tremblantes, l'odeur s'accrochant comme une accusation. Je ne l'ai pas confronté, pas encore. Au lieu de cela, j'ai acheté un petit carnet et j'ai commencé à documenter les photos des reçus, les notes sur ses déplacements, les copies des relevés bancaires, des preuves, je me disais que c'était ma bouée de sauvetage. Si le moment arrivait où le déni ne pourrait plus me protéger, je n'en parlerais à personne, pas même à mon père, qui aurait deviné ma souffrance en un battement de cils. J'ai porté ce poids seul, attendant le moment où le silence ne suffirait plus, et ce moment est arrivé avec un appel en pleine nuit. Le téléphone a sonné à 2 heures du matin, son bruit strident déchirant l'obscurité, et pendant un instant, j'ai cru rêver jusqu'à ce que je voie le téléphone de Corentin vibrer sur sa table de chevet. Il n'était pas à côté de moi, il n'était pas rentré du tout. Ma main tremblait quand j'ai décroché. Une voix de femme, aiguë et instable, a jailli de la ligne. « Êtes-vous l'épouse de Corentin ?» Il s'est effondré. À l'hôtel, il l'emmène au CHU de Bordeaux. Son cœur, il est dans un état critique. La ligne a coupé avant que je puisse articuler un mot. J'ai enfilé un jean et un pull sur mon pyjama, les clés claquant dans ma main alors que je me précipitais vers la voiture.
Les rues de Bordeaux défilaient sous la lueur des réverbères, vides et infinis, le silence n'étant brisé que par les battements de mon propre cœur. À l'hôpital, l'air sentait l'eau de Javel et quelque chose de plus froid. J'ai donné son nom à l'accueil, peinant à respirer quand l'infirmière m'a dirigé vers le service de réanimation. Le couloir semblait s'étirer à l'infini sous les néons bourdonnants. J'ai forcé mes pas à avancer, me préparant à ce que je pourrais découvrir. Puis je l'ai vue. Une jeune femme se tenait devant les portes de la réanimation, grande, avec des cheveux blonds lisses qui captaient la lumière stérile. Sa robe noire était élégante, ses talons bien trop fins pour l'heure, et son mascara avait coulé en traînées sombres sur son visage. Elle serrait un sac de marque comme si c'était la seule chose qui la tenait debout. Ses yeux ont croisé les miens et se sont agrandis. Elle s'est redressée, a essuyé son visage et a murmuré « Tu dois être Isolda ». Je me suis figée, chaque parcelle de mon corps devenant glacée. « Qui es-tu » Elle a dégluti, la voix tremblante mais assez assurée pour trancher l'air. « Je suis Harper Val, la fiancée de Corentin, et je porte son enfant. » Les mots m'ont vidé de l'intérieur, ne laissant que l'écho de mon propre souffle dans ce couloir aseptisé. Derrière les portes, les machines biperaient régulièrement, comme pour me rappeler que son cœur battait encore, même alors que le mien flanchait, et puis le parfum d'Éléonore a envahi l'espace. Le premier signe de son arrivée fut cette odeur florale, piquante et étouffante, roulant dans le couloir avant même qu'elle n'apparaisse. Harper s'est raidie, puis a baissé la tête comme si elle s'attendait à un jugement, mais il n'est jamais venu. Éléonore m'a dépassé sans même me regarder, ses talons claquant sur le linoléum, son collier de perles captant la lumière froide. Quand ses yeux se sont posés sur Harper, elle s'est arrêtée, l'a étudié avec une acuité quasi chirurgicale, et puis, à ma grande surprise, elle a souri. « Tu dois être Harper », a-t-elle dit doucement, sa voix empreinte de triomphe plutôt que de colère. « Dieu merci. J'avais peur que notre lignée ne s'éteigne avec Corentin. » Les lèvres d'Harper ont tremblé, mais elle a hoché la tête. Des larmes ont coulé sur ses joues, et Éléonore l'a prise dans ses bras comme si elles étaient de la même famille depuis toujours. « Tu portes notre avenir », a murmuré Éléonore assez fort pour que je puisse l'entendre. Je suis restée pétrifiée, mon corps refusant de bouger, bien que tout en moi hurle. Corentin était inconscient dans une chambre à quelques pas, et voilà sa mère accueillant celle qui m'avait remplacée. Derrière Éléonore, Magnus est apparu. Il semblait plus âgé dans mes souvenirs, ses épaules courbées sous le poids des années passées dans l'ombre de sa femme. Ses yeux ont glissé vers moi brièvement, empreints d'une sorte d'excuse, mais il n'a rien dit. Au lieu de cela, il a posé une main sur le bras d'Éléonore, un geste de soutien silencieux. Personne ne m'a regardé, pas une seule fois. C'était comme si j'étais un fantôme debout au bord de ma propre vie, regardant les rôles être redistribués sans mon consentement. Épouse n'était plus mon titre. Harper l'avait réclamé et Éléonore l'avait confirmé. Ma place dans cette famille avait été effacée en un instant. L'infirmière a demandé à la famille proche d'entrer. Éléonore a resserré sa prise sur le bras d'Harper et l'a guidé vers l'avant, Magnus suivant derrière. Je suis restée dans le couloir, mes mains tremblant le long de mon corps. À travers la vitre, j'ai vu le visage pâle de Corentin entouré de fils et de machines. Mon reflet oscillait dans la vitre comme celui d'une étrangère, flou et s'effaçant. 2 jours plus tard, il était parti. Corentin n'a jamais rouvert les yeux. 2 jours après son effondrement, les machines dans sa chambre sont devenues silencieuses et les moniteurs se sont figés. Je me suis assise à son chevet, regardant le soulèvement de sa poitrine ralentir jusqu'à s'arrêter complètement. Il n'y a eu aucun mot final, aucune chance d'explication, aucune reconnaissance des années que nous avions partagées, seulement le cri aigu du tracé plat et le poids soudain de l'absence. Les jours suivants se sont transformés en appels de condoléances, en paperasse et en arrangements étouffés. J'ai traversé tout cela en pilotage automatique, engourdi mais à vif. La maison funéraire sentait vaguement les lys et le vieux bois, l'air lourd de sympathie répétée. Je voulais disparaître, mais Éléonore ne me le permettrait pas. Elle dominait la table de planification comme s'il s'agissait de son trône, ses perles brillant sous la lumière tamisée du bureau du directeur. Elle doit être incluse, a dit Éléonore fermement, ses yeux se verrouillant sur les miens. Harper a sa place lors de la cérémonie.
Elle porte l'enfant de Corentin. Elle porte notre héritage. Les mots m'ont entaillé, bien que son ton fût clinique, comme si elle commandait des fleurs ou choisissait des hymnes. Magnus était assis à côté d'elle, les épaules carrées, la mâchoire serrée. Il a fini par parler, sa voix basse mais assurée, « C'est une question de respect, Isolda. Le nom Valmont doit être honoré. La tradition l'exige. » Je me suis tournée vers lui, cherchant ne serait-ce qu'une lueur de compassion, mais il a détourné le regard comme si mon deuil était trop gênant. Le directeur des pompes funèbres a jeté un coup d'œil entre nous, son stylo en suspens, manifestement mal à l'aise. J'ai réalisé alors que personne ne prendrait ma défense. Mon rôle d'épouse avait déjà été effacé, ma signature était requise, mais ma voix ne l'était pas. Je ne suis pas d'accord, ai-je réussi à dire, la gorge serrée, mais Éléonore m'a coupé d'un geste de la main. Tu feras ce qui est approprié, a-t-elle déclaré. Ce que cette famille exige. La fureur a monté en moi, brûlant plus fort que le chagrin, mais je l'ai ravalé, le goût amer et métallique. Résister ne donnerait à Éléonore qu'une nouvelle occasion de me traiter d'indigne, me battre ici dans ce bureau ne me rendrait pas la dignité que j'avais déjà perdue. Alors j'ai hoché la tête une fois, bien que mes mains se soient serrées en poing sur mes genoux. Ils ont pris mon silence pour de la reddition, mais à l'intérieur, quelque chose a basculé. La femme qu'ils avaient poussée aux marges de son propre mariage n'était pas partie, elle attendait. Et quand Éléonore a insisté pour qu'Harper s'assoie au premier rang, je n'ai plus entendu la défaite. J'ai entendu l'étincelle de quelque chose de plus tranchant. Les derniers préparatifs ont été faits dans le salon privé de l'hôtel particulier des Valmont, la même pièce bordée de portraits d'ancêtres qui nous regardaient de leurs yeux peints et froids. Éléonore était assise au bout de la table, sa voix tranchante et décisive. Harper sera assise avec nous, a-t-elle déclaré comme si elle annonçait l'ordre du service lui-même. Au premier rang, avec la famille. J'ai levé la tête, croisant son regard. Elle n'est pas de la famille. Les lèvres d'Éléonore se sont courbées en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. Elle porte l'enfant de Corentin. Cela fait d'elle plus de la famille que tu n'as jamais réussi à l'être. Les mots ont frappé comme une gifle, et pendant un moment, la pièce a tourné. Je me suis stabilisée, voulant que ma voix ne tremble pas. C'est l'enterrement de mon mari. Ma place est à côté de lui, pas la sienne. Avant que je puisse continuer, Magnus s'est raclé la gorge. Son expression était lasse, mais son ton portait le poids du commandement. Isolda, ce n'est pas une question de sentiment personnel. C'est une question d'apparence. Les gens regarderont. Ils s'attendront à ce que nous agissions avec grâce. Laisse-la s'asseoir avec nous pour la dignité. Dignité. Le mot sonnait creux. Quelle dignité restait-il à partager mon deuil avec la femme qui avait ridiculisé mon mariage en secret? Pourtant, dans ce salon, entouré par l'héritage Valmont, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de place pour ma voix. Ils avaient déjà décidé. J'ai pressé mes mains l'une contre l'autre, mes jointures blanchies, et j'ai fait un léger signe de tête. Extérieurement, cela ressemblait à de la soumission. Intérieurement, c'était tout le contraire. Je ne les combattrai pas ici. Je ne donnerai pas à Éléonore la satisfaction de me voir supplier ou m'effondrer. Si Harper devait s'asseoir au premier rang, qu'il en soit ainsi. Que les murmures commencent, que les regards tombent comme des poignards. Je l'endurerai, car mon silence n'était pas une reddition, c'était une tempête qui se préparait, attendant son heure. La cérémonie est arrivée trop vite. La chapelle était remplie de fleurs et de chuchotements. Et puis Harper est entrée, habillée comme une reine en deuil. Le cercueil de Corentin reposait à l'avant, drapé de lis blanc, la voix du pasteur psalmodiant des Écritures qui flottait au-dessus de moi sans aucune signification. J'ai gardé la tête haute, le dos droit alors que les gens remplissaient les bancs, des murmures bruissant à travers l'espace voûté. Puis Harper est apparue. Elle est entrée d'un pas assuré comme si elle était la veuve elle-même, des perles brillant à son cou, sa robe noire ajustée à la perfection, ses cheveux arrangés en vagues douces qui captaient la lumière. À son bras pendait ce même sac de marque que j'avais autrefois trouvé sur un reçu, et elle portait son chagrin comme du théâtre, chaque tremblement de sa lèvre calculé pour un public. Éléonore s'est levée aussitôt, sa main fermement posée sur le coude d'Harper.
Voici Harper, a-t-elle annoncé fièrement, assez fort pour que tous l'entendent. Elle porte notre petit enfant. Elle a sa place parmi nous. Des hoquets de surprise ont parcouru les rangées, les têtes se sont tournées, les yeux se sont fixés sur moi. J'ai ressenti le poids de chaque regard, de chaque murmure. Pourtant, je suis resté debout devant le cercueil, mes paumes pressées à plat contre le bois poli, me forçant à ne pas tressaillir. Le service est passé par fragments, et bientôt nous étions dans la salle de réception à côté de la chapelle. Les verres en cristal s'entrechoquaient, les voix baissaient dans des conversations malaisées. J'ai essayé d'endurer les condoléances, hochant mécaniquement la tête jusqu'à ce que la voix d'Harper s'élève derrière moi. Elle le méritait, a-t-elle dit, un rire dans le ton. 8 ans et rien. Pas d'enfant, pas d'étincelle. Elle n'était qu'une remplaçante. Les mots ont tranché net à travers la pièce. Je me suis retourné lentement. Harper se tenait avec 2 femmes que je ne connaissais pas, secouant ses cheveux avec un sourire narquois. Éléonore est apparue à côté d'elle, posant une main sur son épaule. « Tu as eu 8 ans, Isolda » m'a-t-elle dit, sa voix portant jusqu'aux coins les plus reculés. Et rien n'a montré. Peut-être que Corentin avait juste besoin d'une vraie femme. Le verre dans la main de quelqu'un s'est brisé sur le sol. La salle a explosé en murmures, aigus et cinglants comme des frelons tournant autour d'une proie. Mes genoux se sont affaiblis, ma poitrine a brûlé, et pourtant je suis restée là, silencieuse dans ma honte. Et puis une voix que je connaissais mieux que la mienne a tranché à travers le bruit. La pièce vibrait de chuchotements, mon humiliation épaisse dans l'air. Le sourire d'Harper persistait, la main d'Éléonore toujours ferme sur son épaule. Je me sentais acculée, dépouillée de tout, sauf de ce souffle court que je parvenais à tirer. Puis est venue une voix basse, stable, indubitable, il est temps que quelqu'un dise la vérité sur Harper Val. Les mots ont coupé à travers le vacarme comme une lame. Les conversations sont mortes en milieu de phrase. Les vers se sont figés à mi-chemin des lèvres. La pièce s'est tournée comme un seul homme. Et il était là, dans l'encadrement de la porte, mon père, Silas Renick, 62 ans. Ses cheveux étaient devenus argentés, son dos un peu voûté, mais l'autorité qu'il portait autrefois en tant que détective de police ne l'avait jamais quitté. Sa mâchoire était crispée, ses yeux perçants, et le poids de sa présence suffisait à faire taire même Éléonore. Harper s'est raidie, la couleur se drainant de son visage. Elle a redressé les épaules, mais ses mains tremblantes trahissaient son assurance. Mon père a avancé, chaque mouvement délibéré, son regard fixé sur Harper. « Je savais que je t'avais reconnu, » a-t-il dit, sa voix calme mais imprégnée d'acier. « J'ai reçu un appel ce matin qui l'a confirmé. » La main d'Éléonore a glissé du bras d'Harper. Magnus s'est déplacé nerveusement, ses yeux faisant la navette entre eux. Le silence est devenu plus lourd, pressant contre les murs comme si la ville elle-même retenait son souffle. Harper a ouvert la bouche, puis l'a refermée, ses lèvres travaillant sans produire de son. Pour la première fois, sa performance s'est fissurée. Mon père s'est arrêté à quelques mètres d'elle, sa présence remplissant l'espace là où ma dignité avait été arrachée quelques minutes plus tôt. Il n'a pas élevé la voix, il n'en avait pas besoin. Ces mots ont porté comme un verdict rendu dans un tribunal public, cette femme n'est pas celle qu'elle prétend être. Chaque regard dans la pièce s'est fixé sur lui, et pour la première fois ce jour-là, la honte ne m'appartenait plus. La vérité était enfin à la porte, et elle était sur le point d'entrer. Les yeux de mon père n'ont jamais quitté Harper, alors que le silence s'épaississait autour de nous. Puis, avec la stabilité d'un homme qui avait construit une carrière sur l'exposition des demi-vérités, il a parlé, son nom n'est pas Harper Val. Pas légalement. Elle est toujours mariée à Thomas Jameson, un vétéran qui vit juste ici, à Bordeaux. Des hoquets ont parcouru la salle. Le visage d'Harper est devenu blanc-craie. Elle a secoué la tête rapidement, les mots se bousculant, ce n'est pas vrai. Nous sommes séparés. C'est compliqué. Mais les portes arrière de la salle se sont ouvertes, et un homme grand dans une veste en cuir est entré. Sa présence a fait taire la salle à nouveau. « TJ » a dit mon père simplement. La mâchoire de l'homme était dure, c'est pas direct alors qu'il atteignait la table à l'avant. Il a jeté un dossier sur le bois poli, des papiers s'éparpillant.
Registre financier, a-t-il dit, mon compte bancaire vidé. Des papiers de divorce qu'elle n'a jamais déposés. Et ça. Il a levé un petit enregistreur, appuyant sur lecture. La voix d'Harper a rempli la pièce, granuleuse mais indubitable, j'ai simulé la grossesse. Les Valmont sont riches. Une fois qu'il sera parti, ils croiront tout ce que je leur dirai. Le son était insupportable. Éléonore a vacillé en arrière, sa main agrippant une chaise pour trouver l'équilibre. Magnus a fermé les yeux, son visage devenant un masque de honte. L'assurance d'Harper s'est effondrée. Elle s'est jetée sur les papiers, ses mots se brisant en sanglots paniqués, « Vous ne comprenez pas. » Il allait la quitter. Il m'aimait. Mais personne n'a bougé pour l'aider. La foule s'est écartée comme si ses mensonges étaient contagieux. Elle s'est retournée, les yeux fous, et a foncé vers la porte, ses talons frappant le carrelage dans un staccato frénétique. La dernière image que j'ai eue d'elle fut un tourbillon de soie et de désespoir avant que les portes ne se ferment violemment derrière elle. La pièce a expiré, les murmures se gonflant en incrédulité. Et dans les décombres de la vérité, le silence s'est enfin installé sur les Valmont. La salle s'est vidée lentement, les invités s'éclipsant dans un silence malaisé, ne laissant que les Valmont et moi parmi les chaises éparpillées et les fleurs fanées. Éléonore était assise, rigide, ses perles de travers, fixant le vide. Magnus s'est approché de moi, ses pas lourds, sa voix plus basse que je ne l'avais jamais entendue. « Je suis désolé, Isolda, » a-t-il dit, sa main flottant comme s'il n'était pas sûr d'avoir le droit de toucher mon épaule. « Tu ne méritais rien de tout cela. » J'ai hoché la tête une fois, incapable de trouver les mots. Pour la première fois, ses yeux contenaient autre chose que de la distance, ils contenaient de la honte. Éléonore m'a finalement regardé, sa voix tremblante, « J'ai eu tort. » 3 mots, aucune explication, aucune demande de pardon, juste un aveu si calme qu'il m'a à peine atteinte. Puis elle s'est détournée. Les semaines qui ont suivi se sont déroulées dans un calme inconnu. Le téléphone a cessé de vibrer avec les intrusions d'Éléonore. La maison ne portait plus le parfum de Corentin, et je me suis laissé respirer à nouveau. Je suis retourné au travail, au rythme des chiffres et de l'ordre, à des matins où le seul son était celui des mouettes sur la Garonne. Mais la vie avait encore un tour en réserve. Je ne pouvais pas garder mon café un matin, l'amertume retournant mon estomac de manière que je ne pouvais ignorer. Un test à la pharmacie l'a confirmé avec 2 lignes aussi nettes que des traits d'encre. Le sourire calme de mon médecin l'a scellé, j'étais enceinte. Je me suis assise dans la voiture après, la main pressée contre mon ventre, contemplant les pavés de Bordeaux baignés de soleil. Corentin m'avait laissé avec la trahison, avec le silence, avec le vide. Pourtant, en moi, il y avait quelque chose de nouveau, quelque chose d'incontaminé par lui ou par les exigences de sa famille. Pour la première fois depuis des années, l'héritage que je portais était le mien, et seulement le mien.